Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France qui nous diffusent, 130 radios indépendantes sur tout le territoire français regroupées dans les Indés radios et avec TV5 Monde, deux parties dans cette matinale. Dans un instant, c'est le JT des territoires, je vais vous y retrouver. Et puis, à 8h, après la météo, c'est l'invité politique. Aujourd'hui, en direct sur ce plateau, c'est Marie-Noëlle Lienemann, l'ancienne ministre, sénatrice de Paris, membre du Parti Socialiste, qui est notre invitée. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Le covoiturage, une alternative pendant les grèves. La grande grève des cheminots débute, vous le savez, les 3 et 4 avril prochains. Et en Île-de-France, certaines lignes du réseau ferré seront très affectées avec des fermetures possibles de certaines stations. Alors si vous vous demandez comment aller travailler ces jours-là, une solution pourrait être le covoiturage exceptionnellement gratuit pour les franciliens ces jours-là. Les explications avec Adèle Latour de Via Grand Paris. Impossible pour vous de faire du télétravail la semaine prochaine pendant la grève. Le covoiturage pourrait être la solution qu'il vous faut. Et ce, d'autant plus que ce service sera gratuit. En partenariat avec 8 sociétés de covoiturage, Île-de-France Mobilité s'est engagée à financer vos voyages dans leur intégralité. Pour cela, rendez-vous sur l'application Via Navigo qui vous renvoie directement vers les partenaires de l'opération. Voilà, donc là je suis sur un trajet Paris 15e vers Guyancourt. Donc pour un trajet le mardi 3 avril, donc prochain jour de grève, vous voyez ici que le trajet qui normalement me coûtait 2,55 € passe gratuit grâce à l'offre de grève d'Île-de-France Mobilité. De leur côté, les conducteurs toucheront 4 € par personne transportée et par trajet de 40 km. En cette période de grève, Île-de-France Mobilité souhaite plus que jamais inciter les automobilistes à s'inscrire sur les plateformes de covoiturage. Pour nous, le covoiturage et donc le fait pour les conducteurs de proposer des trajets en période de grève, c'est un acte de solidarité, presque un acte de civisme. Ce service de covoiturage gratuit sera disponible tous les jours de grève annoncés par les syndicats de la SNCF et ce, pour les 3 mois à venir. Une dizaine de facs dans toute la France sont concernées et la tension monte du côté de la fac de la Victoire à Bordeaux, occupée depuis 1 mois maintenant par des étudiants mobilisés contre la sélection à l'université. Ils étaient environ 200 avant-hier à manifester sans autorisation pour protester contre les violences policières. Mais qu'en est-il sur le reste du campus bordelais à Talence et à Pessac, 2 grandes facs? Les étudiants de Montaigne ou Montesquieu sont-ils également mobilisés contre la loi Vidal? C'est ce qu'a voulu savoir Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ici, sur le campus de Bordeaux-Pessac, tout est calme. Pas de banderoles ni de rassemblement. Les étudiants de Montesquieu vaquent à leurs occupations universitaires et pensent surtout à préparer leurs partiels. La loi Vidal et les problèmes de sélection à l'université ne semblent pas les concerner. Visiblement, pas plus ici à Bordeaux-Montaigne. Quelques militants NPA tentent pourtant de les sensibiliser à ce sujet comme à d'autres, mais difficilement. Ici, ça a du mal à, effectivement, ça a du mal à prendre. Il y a quand même la présidente donc, du collège de cette fac Montaigne qui a accordé une salle pour le comité de mobilisation de Bordeaux 3. Dans la salle, il n'y a pas foule non plus. Mais pour Florian, comme pour Rémi, cela s'explique ici. C'est qu'on n'a pas du tout les mêmes rapports avec notre présidence en fait. Contrairement à l'université de Bordeaux-Montaigne s'est prononcée contre la sélection et ne nous a pas envoyé les flics en fait pour nous déloger, donc on n'a pas les mêmes rapports. Du coup, les étudiants mobilisés ici contre cette loi rejoindraient leurs camarades sur le site de la Victoire qui concentre donc la contestation. Comme on a recentré entre guillemets nos forces là-bas, on milite moins ici. Impossible cependant d'évaluer précisément l'ampleur de la mobilisation et son devenir. Mais ce que l'on sait, c'est que ceux qui bloquent la Victoire depuis 1 mois ne sont pas prêts de céder.
On part du côté de Metz qui teste des feux intelligents, une première en France. Depuis plusieurs mois, la ville du Grand Est teste un système de caméras thermiques qui permet de diminuer le temps d'attente au passage piéton. Le dispositif a été installé place du Roi-Georges, à 2 pas du collège et du lycée, un lieu très fréquenté et particulièrement à risque. Oriane Vallot pour Mirabel TV s'y est rendue. Des groupes de lycéens qui traversent au feu rouge. Devant cet établissement scolaire messin, la scène est quotidienne. Pour éviter ces comportements à risque, depuis un an, la mairie mène une expérimentation unique afin de réduire le temps d'attente des piétons place du Roi-Georges. Vous n'avez rien remarqué et pourtant il suffit de lever les yeux. De chaque côté de ce carrefour, des caméras thermiques ont été installées pour détecter la présence des piétons et leur permettre de traverser dans les plus brefs délais. Ici, on va détecter donc l'arrivée d'un groupe de lycéens et donc on va prioriser le passage au vert de ce groupe et on va regarder combien de temps ils mettent à passer le feu ou le passage protégé, puis on va essayer de maintenir le feu au vert le temps de leur traversée. Pour bien comprendre, nous suivons Dominique Loche au PC Régulation de la ville. Sur ces écrans s'affiche l'ensemble des carrefours de Metz. C'est depuis ce centre de commande que les feux sont déclenchés à distance. Exemple, avec ce groupe de piétons qui s'apprête à traverser. On voit donc que les piétons qui arrivent en présence dans cette zone vont être détectés. En fonction de ces seuils, à donner l'information via le capteur au système centralisé pour appliquer le temps de vert au niveau du plan de feu dans le cycle en cours pour que le piéton puisse traverser vraiment de manière protégée avec un temps de vert vraiment confortable. Si elle est concluante, cette expérimentation menée sur 2 carrefours messins pourrait être généralisée dans l'agglomération, mais aussi dans d'autres villes françaises. Metz veut également responsabiliser les piétons, car nombreux sont ceux qui, trop impatients, traversent encore au feu rouge sans attendre. Selon une étude récente, sur ce carrefour, un piéton sur 2 ne respecterait pas la signalisation. Et maintenant, une idée de week-end particulièrement sain. Les thermes de Vittel ont débuté une nouvelle saison cette semaine avec 4 800 curistes et 22 000 entrées au spa. L'établissement se porte plutôt bien. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions s'y est rendue pour nous. Malaxez bien sur vos articulations, les mains. Car c'est antidouleur et analgésique. Un savant mélange d'argile et de kaolin chauffé à 48 degrés que l'on malaxe durant 8 minutes. Idéal pour soulager l'arthrose dans les mains. C'est l'une des petites nouveautés proposées aux thermes de Vittel qui ont officiellement ouvert ce lundi. Et ça permet aussi de mettre une nouveauté sur Vittel que les autres n'ont pas. C'est toujours cela parce qu'aujourd'hui dans le thermalisme il faut se battre, même si au niveau national le thermalisme progresse. C'est extraordinaire depuis quelques années, les curistes chaque année progressent, on n'est pas loin de ces 600 000 curistes, mais on est quand même plus d'une centaine de stations thermales et on est plus de 70 stations thermales à faire de le rhumato. Les thermes ont enregistré la saison dernière pas moins de 4 800 curistes, fréquentation en constante progression. Quant au spa, il a ouvert mi-février et chaque année, il enregistre environ 22 000 entrées. Une carte de fidélité a d'ailleurs été mise en place et déjà distribuée à 3 000 personnes. Même si la direction espère pouvoir encore gonfler un peu ces chiffres, elle reste cependant raisonnable. Le seuil de rentabilité de l'établissement est largement atteint. En faire plus nécessiterait des travaux, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour. Et les thermes perdraient à coup sûr leur caractère familial tant prisé des curistes. On a une chance extraordinaire, c'est que le personnel est très fidèle, ce qui fait qu'une grande partie de notre personnel connaît les curistes, connaît les enfants des curistes, parle des petits-enfants. Donc il y a tout un relationnel qui se met en place, ce qui fait que les personnes aiment bien venir à Vittel. En fait, hier, c'était la première arrivée. On les voit contents de revenir, vous voyez. Même s'ils ont de l'arthrose et autres, s'ils ont mal, ils sont contents d'être là. Donc je crois que c'est tout ce travail de fond qui a été fait au niveau de la cure. C'est pour mes rhumatismes, Et puis avant j'étais assez gros, alors ça m'a fait du bien. Et tous les ans je viens là parce que les soins sont corrects, puis on est bien accueillis. Et puis c'est serviable, c'est bien. Vous en ressortez comment? Un peu fatigué, mais en forme pour le reste de l'année. On nous a dit du bien de celle-ci, qui est très familiale. Et on a essayé, ça fait je crois la 6e année qu'on vient. Et c'est vrai qu'on est plus en forme après, et ça fait du bien. Léger. Pour la masse graisseuse, le massage est très bien aussi, la boue, rien à dire, et ce qui est très bien aussi, la térébenthine. Comprenez aux essences de sapin aux vertus antalgiques.
Des travaux ont également été réalisés pour améliorer le confort des cabines de kiné et des buses ajoutées dans le bassin. Tout pour traiter la rhumatologie et les maladies métaboliques liées au surpoids, troubles digestifs et urinaires. Et au plus fort de la saison, en septembre, 120 personnels travaillent ici, dont une soixantaine de permanents. Je vous souhaite une bonne détente. Détendez-vous bien, reposez-vous bien. À vous aussi. Voilà, pour finir ce journal avant le Club de la Presse, il vous propose un magazine entièrement sur appli. Il s'intitule même « Une start-up de vieux ». Il s'agit de Gilles Courtina, de Patrick Artignan, de Thomas Laurenceau et de Jean-Jacques Faré, ancien chef du service photo de l'IB. Ce type de support permet une navigation créative, ludique, intuitive, aller d'une rubrique à l'autre, d'un simple tap, agrandir les photos à sa guise. C'est un magazine d'un nouveau genre. 2.3.4.0 même. Cette appli s'appelle Tous les jours curieux et elle propose une alternative au flux d'images qui envahit nos écrans. Regardez, elles sont magnifiques et vous pouvez vous rendre évidemment sur leur site, commander leur appli. Voilà, magnifique. Tous les jours curieux, coordonné par Jean-Jacques Faré. Et regardez ces photos, elles sont magnifiques pour terminer ce journal. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Dans un instant, Stéphane Vernet sera présent et Jean-Pierre Vacher de Télé Lyon Métropole. Tout de suite, c'est la revue des unes de l'actualité dans vos régions avec les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Avec le dernier adieu, c'est à la une de la Dépêche aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de l'adieu aux victimes de l'attaque terroriste qui ont été inhumés hier dans l'Aude après une cérémonie d'hommage en présence du Premier ministre Édouard Philippe à la une de la Dépêche du Midi. Pour le Midi Libre, eh bien, c'est le dernier adieu déchirant aux victimes du terrorisme également. Et puis pour la Provence, c'est une une sur le salafisme en Provence. Une grande enquête, le mouvement religieux radical de l'islam sunnite prend racine dans cette région. Selon une note blanche du renseignement, ces mosquées y accueillent 25% des fidèles qui se rendent régulièrement à la prière du vendredi. Une grande enquête à la une de la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert. Pour l'Écho républicain, qui appartient au groupe Centre-France, c'est les 40 km/h testés à 80 km/h. L'Écho républicain a testé Chartres-Châteaudun à 90, puis Châteaudun-Chartres à 80. Le résultat, 45 secondes de plus sur une distance de 40 km. Intéressant. Dans l'Écho républicain aujourd'hui, pour la Nouvelle République, édition de l'Indre-Ouest, une secrétaire d'État en soutien de l'industrie qui fait une visite, et c'est à la une. Et pour le Télégramme, directeur éditorial Hubert Coudurier, l'offre de LDC redonne espoir. Il s'agit du tribunal de commerce de Rennes qui va devoir statuer sur les deux offres de reprise de Doux. Pour La Voix du Nord, dirigée par Pierre Mauchamp et Patrick Jankélévitch, c'est le pari de l'intelligence artificielle, car vous le savez, l'État annonce un plan ambitieux d'1,5 milliard pour attirer et retenir les meilleurs chercheurs. C'est à la une de La Voix du Nord aujourd'hui. Pour la presse de la Manche, l'innovation moteur de la médecine. C'est une société Oreca Ingénierie qui est basée à Cherbourg et des chirurgiens de l'hôpital Sainte-Anne de Caen qui ont développé une technologie unique permettant de projeter un hologramme représentant les systèmes vasculaires des patients. l'e-santé est également au cœur des investissements envisagés par cette région, la presse de la Manche, qui appartient au groupe Ouest France. Ça tombe bien, aujourd'hui, Club de la Presse, c'est Stéphane Vernet qui est à mes côtés, directeur du bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien français. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous, de bon matin. Et Jean-Pierre Vacher, tout juste en provenance de Lyon, qui est directeur général de TLM, Télé Lyon Métropole, une chaîne partenaire de notre matinale d'info. Merci d'être sur ce plateau Cyril, ce matin, merci. en ce vendredi. Cher Jean-Pierre Vacher, avec vous Stéphane Vernet, les conséquences de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Une ville comme celle de Saint-Nazaire, c'est dans les colonnes de Ouest France aujourd'hui, estime que la mesure pourrait lui coûter 500 000 euros par an, un demi-million. La confiance entre les maires et l'État est en question pour vous. Oui, tout à fait, Cyril. Et c'est le bon mot, en fait. C'est le problème de la confiance. Alors, Jean-Michel Blanquer veut créer une école de la confiance et Emmanuel Macron une société de la confiance. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les élus locaux n'ont plus confiance en l'État. Alors, c'est pas propre au gouvernement. C'est une longue histoire. Et il y a eu beaucoup de promesses. Et puis, il y a eu beaucoup de promesses non tenues ou de surprises du chef, c'est-à-dire des conséquences inattendues qui s'invitaient au fur et à mesure
mesure des réformes ou des décisions qui étaient prises. Or, cette semaine, donc avec les assises de la maternelle qui sont tenues à Paris, on a appris donc par la voix d'Emmanuel Macron que le président avait l'intention d'abaisser l'âge minimum d'instruction publique à l'école de 6 ans à 3 ans. Tout le monde est d'accord pour dire que cette mesure est excellente. C'est une bonne mesure parce qu'elle est en faveur des enfants. Par contre, il y a des angles morts. La dernière fois qu'on a touché à l'âge de l'instruction obligatoire en France, c'était en 1959. On est passé de 14 ans pour l'âge minimum de sortie d'école à 16 ans. Et 59, c'est aussi l'année de la loi Debré, qui est une loi qui implique ou qui oblige les communes à financer à la même hauteur les écoles publiques et privées. Donc, en France, aujourd'hui, quand vous avez des écoles publiques et privées, la commune, quand elle participe au financement des écoles, elle doit donner autant pour les élèves du public que du privé. C'est la loi qui l'impose. Tant que l'âge minimum d'instruction publique était à 6 ans, les communes avaient la possibilité de ne financer que les écoles privées sous contrat qu'à partir de 6 ans. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si l'école est obligatoire, enfin pas obligatoire, mais si l'instruction devient obligatoire à partir de 3 ans, est-ce que les communes devront aussi financer les maternelles? Et ça coûte cher, hein? Alors, en vérité, 500 millions, 8 millions d'euros pour Saint-Nazaire. Je vais vous expliquer. Ouais. En réalité, la majorité des communes qui participent au financement des écoles, quand elles financent, financent aussi les écoles maternelles privées. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'elles ne sont pas obligées. Ce qui est intéressant dans le cas de Saint-Nazaire, c'est que c'est une commune à majorité socialiste, ouvrière, enfin, et qui n'était pas obligée de financer la maternelle en privé, et donc ils ne le faisaient pas. Et la question qui se pose, c'est de se dire, si l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans et qu'on est obligé de le faire, eux font leur calcul à la louche en disant, ça nous coûte en gros 1 000 € par an et par élève pour le public, parce qu'il y a les ATSEM, les assistants maternels par exemple, peut-être qu'il faudra refaire des dortoirs, enfin, accompagner les cantines, des choses comme ça. Et donc ils se disent, si ça nous coûte 1 000 € par enfant, on en a 450, et donc à la louche, ils prévoient un demi-million. Est-ce qu'il y aura une distorsion de concurrence? Est-ce que ça va être pareil sur tous les territoires? Là, vous prenez l'exemple de Saint-Nazaire dans vos colonnes. À Lyon, par exemple, dans la région de Lyon, Jean-Pierre Vacher, les problématiques seront les mêmes ou pas? Je pense que les problématiques sont les mêmes, oui, clairement. En fait, c'est commune par commune. Nous, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que le nombre d'enfants scolarisés dans le privé n'est pas du tout le même en fonction des régions. La moyenne des enfants scolarisés dans le privé en France, c'est 11,6% en élémentaire, enfin en premier degré, pardon. Mais il y a des distorsions très fortes. Dans l'Ouest, le nombre d'enfants scolarisés dans le privé est très très important. Dans des régions comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, on est à plus de 38% des effectifs par rapport à cette moyenne de 11%. Alors vous donnez des chiffres très éclairants. Parlez-nous des parents. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser de cette réforme, les parents? Père de famille, là, vous l'êtes, vous, d'ailleurs, famille nombreuse. Oui, comment vous voyez les choses? Écoutez, parce que au fond, on fait ça pour les enfants, donc. Oui, mais ils ont leur mot à dire, j'allais dire, non? C'est ce que je vous disais au départ. En réalité, c'est une mesure que tout le monde trouve très bonne. En tout cas, moi, j'ai pu interroger plusieurs représentants d'associations de mères, par exemple, qui vous disent tous que la mesure est favorable aux enfants. Et puis il y a ceux qui se disent, du coup, ça vaut le coup de payer un peu plus. Et puis il y a ceux qui disent, mais oui, mais qui paiera et qui financera? Et derrière, il y a cette problématique des transferts de charges. Pour les parents, si vous voulez, tout ça est transparent, en fait. La question de savoir qui va payer, finalement, elle se pose pas forcément. C'est vraiment à l'échelon communal que les choses... Et les fonctionnaires territoriaux, dont on parle tant en ce moment aussi, peuvent être affectés par ça? Mais il faut bien comprendre qu'en maternelle, il y a un intervenant essentiel. En plus de l'enseignant, c'est l'ATSEM, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Et les ATSEM, eux, que ce soit les ATSEM, c'est les agents qui interviennent en maternelle, que ce soit dans le privé ou dans le public, ils sont payés par les communes. C'est du personnel municipal. C'est ce qui fait bien formé. Alors, c'est une des suggestions des assises de la maternelle qui sont tenues cette semaine, et c'est un point clé. C'est la formation des enseignants. Et au-delà des enseignants, de tous les personnels qui interviennent dans les écoles maternelles, et donc il y a la volonté aussi de mieux former les ATSEM. C'est pareil, c'est en faveur de l'enfant, c'est une bonne mesure. Mais vous ne pouvez pas empêcher les communes de se dire, mais nous, si on est obligé de recruter des ATSEM, on est dans cette fameuse
dans cette fameuse, comment dire, ce double discours qui consiste à dire aux communes, maîtrisez vos dépenses, notamment vos dépenses de fonctionnement, et là, elles se disent, on va être obligé d'embaucher du personnel, donc on aura des dépenses en plus, qui va payer? Oui, c'est le débat qui a eu lieu sur les rythmes scolaires également, hein, et savoir si on repassait à 4 jours ou 4 jours et demi. Et donc là, on a bien entendu du côté des collectivités locales, à Lyon et partout en France, le reproche de, quand on a mis ça en place, effectivement, ça a été des dépenses supplémentaires pour les collectivités locales, dépenses non compensées évidemment. Dans Ouest France, aujourd'hui, vous posez le problème de Saint-Nazaire, par exemple, où on s'inquiète, Stéphane Vernet. Saint-Nazaire dans la zone, évidemment, de diffusion de Ouest France. Jean-Pierre Vacher, nous allons parler avec vous aujourd'hui d'un cri d'alarme, celui de Médecins du Monde, sur la fin de la trêve hivernale, le 31. On y est. On y est, c'est demain. Et le cri d'alarme de Médecins du Monde, et notamment des bénévoles, c'est sur le fait que les expulsions vont pouvoir reprendre. Et donc l'inquiétude sur le fait que de nombreuses personnes peuvent se retrouver de nouveau dans la rue. Donc on se souvient de l'engagement pris par Emmanuel Macron sur le fait qu'il ne devait y avoir aucun SDF qui dorme dans la rue l'hiver. Donc ça a déjà donné lieu à une polémique, et le fait que Emmanuel Macron lui-même a reconnu que c'était une erreur de sa part d'avoir dit ça. Et ce que disent les bénévoles des Médecins du Monde, c'est que on oublie que beaucoup de SDF, de gens en difficulté décèdent, meurent hors hiver, et ont des difficultés effectivement parce qu'ils se retrouvent sans logement. Et donc le cri d'alarme, c'est sur le thème pas de santé sans toit, pas de santé sans logement. Donc c'était hier à Lyon. Donc il y a eu toute une opération pour sensibiliser à ce problème. Rentrons un peu dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire, maintenant? Donc on a bien compris que c'était la fin de la trêve, le 31. Donc on ne les accueille plus. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer si par exemple il y a un printemps pourri, j'allais dire, comment ça se passe? Alors, de la météo. C'est vrai que c'est pas spécialement prévu, hein. Alors on peut penser que du côté des collectivités locales, là aussi encore une fois, et des préfectures qui se sont bien mobilisées. Tout le monde a reconnu, tous les organismes, que en nombre de places offertes cet hiver, il y avait eu un effort qui avait été fait, et qu'il n'y avait jamais autant de places proposées. Et on a vu dans les périodes de grand froid des ouvertures supplémentaires de gymnases et autres. Mais effectivement, ce cri d'alarme, c'est aussi pour dire, il faut prendre en compte le problème, et il y a certainement quelque chose à faire. Dans votre région, Stéphane Vernet, le problème se pose aussi de manière... C'est un problème qui se pose partout. Et puis cet hiver, c'est vrai qu'on a eu un hiver particulièrement froid, enfin avec des épisodes très très froids, et puis qui durent. C'est-à-dire que on est au printemps officiellement, mais enfin avec des températures ou des variations qui peuvent être assez surprenantes. Et au-delà de ça, se pose toujours la même question, c'est celle de la problématique du logement dans ce pays. C'est que malgré les efforts, les investissements qui ont été faits pendant des décennies, on a le sentiment que la France n'arrive pas à se sortir de ce problème chronique de mal logement. Parce que la problématique du logement des sans-abri, elle s'arrête pas au 30 mars. Donc derrière, il y a un problème de fond qui perdure. Et les bénévoles de Médecins du Monde insistaient beaucoup hier pour dire, on ne parle pas uniquement du problème des migrants, hein, mais de tous les SDF. Et il y a un Est-ce que ce problème a été sous-estimé par le gouvernement? On se rappelle des déclarations de Julien de Normandie, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, qui disait, qui donnait un chiffre de sans-abri tout à fait minimum à Paris. Oui. Est-ce que le gouvernement a, au fond, pas pris conscience assez de tout ça? Qu'est-ce qui se disait hier à Lyon? Oui, puis il y a la problématique aussi du logement social, hein, clairement. Mais ça, on ne va pas le résoudre tout de suite. Oui, comme disait Stéphane Vernet, c'est un problème récurrent. Mais il y a eu autour du logement, il y a eu dès l'été l'histoire de la baisse des APL. Et puis vous avez des organismes à HLM qui étaient très inquiets de leur financement. Et sur l'hébergement d'urgence, parce que c'est le thème aussi, vous l'avez cité, il y a aussi la problématique des migrants en fait qui se télescopent et qui participent à ce que le gouvernement appelle l'embolie du système, et ce qui
sous-tend aussi tout le discours qui consiste à dire on doit pouvoir mieux accueillir les migrants qui fuient des zones de guerre, etc., auxquels on donne le statut de réfugié, et il faut qu'on trouve un moyen d'endiguer le flux de gens qui viennent pour des raisons économiques. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une différence d'accueil? Par exemple, hier, aux Assises à Lyon, est-ce que le problème a été posé entre voilà, comment c'est un mot affreux, la volonté la volonté des bénévoles de Médecins du Monde qui faisaient l'opération, le sitting là, dans les rues de Lyon, c'était vraiment de dire c'est un problème général et qui ne se pose pas uniquement pour les migrants, mais vraiment pour tous les mal logés. Et on sait qu'à Lyon, c'est là qu'a vu le jour aussi Habitat Humanisme, hein, il y a plus de 35 ans. Il y a ce véritable problème et on oublie trop que des gens meurent au printemps et en été pour des problèmes de mal logement. Merci d'être venu nous sensibiliser, Jean-Pierre Vacher, à cette problématique. Donc, le cri d'alarme de Médecins du Monde sur la fin de la trêve hivernale le 31. Comment accueillir les sans-abri? Merci Stéphane Vernet de Ouest France. On vous retrouve tous les deux pour le débrief de l'invité politique. Tout à l'heure sur ce plateau, c'est Marie-Noëlle Lienemann, l'ancienne ministre, sénatrice de Paris, membre du Parti Socialiste, qui sera notre invitée. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Le temps pour votre week-end qu'il fait en France aujourd'hui, et puis également dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Ça relève sacrément les moyennes. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.